On a vu une épaisse fumée depuis la rue. J'ai baissé les yeux et j'ai vu un corps. Un incendie s'est déclaré. 3 personnes sont mortes. Bien sûr, j'arrive. Les corps étaient dans un état inimaginable. Le feu avait fait éclater leurs cuisses et leurs bras. Elles étaient nues. Je n'arrivais pas à digérer la nouvelle. On retrouve plusieurs ADN masculins sur les écouvillons. Les témoins disent avoir aperçu un homme d'origine hispanique au volant d'une voiture américaine de couleur claire. Ça pouvait être eux. Si les monstres existent, il en est un. Qu'il les attrape, qu'il les pende. T'as fait quoi? Je les ai tués. J'ai toujours entendu parler du crime de la boutique de yaourt glacé. C'est une affaire très célèbre au Texas. À tel point que quand je suis partie étudier à l'université d'Austin, mes parents m'ont dit « Sois prudente, n'oublie pas ce qu'il est arrivé aux vendeuses de yaourt ». Les habitants étaient en colère, révoltés, ils voulaient des réponses. Il y avait comme une chape de plomb sur la ville. De mon enfance, je retiens surtout un sentiment de sécurité. Austin était plus petite dans les années 80 et 90. Les grandes villes, c'était Dallas et Houston. Je m'appelle Sonora Thomas et Lisa était ma grande sœur. J'avais 13 ans en 91 et Elisa avait 4 ans de plus que moi. Elle était très sociable. Elle avait beaucoup d'amis et elle sortait souvent faire la fête et danser avec eux le vendredi soir. Elisa Thomas est une adolescente de 17 ans qui adore la mode et le maquillage, mais qui aime aussi réparer des voitures. Mon père était ravi de lui enseigner la mécanique. Mais Elisa avait toujours adoré les animaux. Dès qu'une boule de poil entrait dans sa vie, elle la couvrait d'amour. Elisa rêve de devenir vétérinaire. Après son année de seconde, elle change de lycée et intègre un programme d'enseignement agricole. Elle avait un cochon quand elle était en première au lycée. Elisa devient amie avec les sœurs Harbison, qui suivent le même cursus qu'elle. Jennifer, 17 ans, et Sarah, 15 ans. Jennifer et Elisa travaillent toutes les deux chez un vendeur de yaourt glacé. C'était le glacier du quartier. Ses amis venaient s'y attabler tous les jours. Je m'appelle Beverly Laurie et j'ai fait 8 ans d'enquête pour écrire mon livre sur cette affaire. Le 6 décembre, Elisa et Jennifer ont fait la fermeture de la boutique. La petite sœur de Jennifer, Sarah, a demandé à sa mère l'autorisation de les rejoindre. Elle a également invité sa meilleure amie, Amy Ayers, qui n'avait que 13 ans et qui était encore au collège. Sarah et Amy obtiennent l'accord de leurs parents. Et Jennifer prévoit de ramener tout le monde en voiture chez elle pour une soirée pyjama, une fois la boutique de yaourt glacé fermée. Elisa m'a appelée pour me proposer de venir. Mais notre père nous avait interdit de sortir sans lui en parler d'abord. Et comme il n'était pas là, je n'ai pas pu me joindre à elle. À 23h47, un policier d'Austin passe devant le centre commercial où se trouve la boutique de yaourt glacé. Elle est en flammes. Il prévient aussitôt les secours. Je m'appelle David Deveau. Je suis intervenu sur l'incendie du 6 décembre 1991. Quand on est arrivé, on a vu une épaisse fumée. Elle semblait venir de l'arrière-boutique du magasin de yaourt glacé. J'ignorais s'il y avait quelqu'un à l'intérieur.
À l'avant, tout semblait calme. Je suis entré en premier. Je me souviens avoir vu le comptoir de service. La réserve était en feu. C'était de là que venait la fumée. Comme souvent, peu m'importait de savoir ce qui brûlait ou pourquoi. Je voulais surtout éteindre les flammes avant qu'elles ne se propagent au commerce voisin. Notre mission, c'est surtout d'empêcher que la situation ne s'aggrave. Je suis entré dans la réserve, tout était noirci par la fumée. Il n'a pas fallu très longtemps pour éteindre l'incendie. Quelques minutes, tout au plus. Il faisait trop chaud pour rester debout. On progressait à genoux. Mon lieutenant m'a montré quelque chose. J'ai baissé les yeux et j'ai vu le corps d'une fille. Et puis, un second. Il y avait une troisième fille. Le plafond s'était effondré. Leur corps était sous les débris. Les pompiers sont étonnés de découvrir que des gens sont restés prisonniers des flammes. Mais ils remarquent quelque chose d'encore plus déroutant. On leur avait tiré dessus. Et elles étaient toutes nues. C'était manifestement un acte criminel. On nous a fait sortir et les inspecteurs de police ont pris le relais. Je m'appelle John Jones. C'est à moi qu'on a confié ce quadruple homicide. Ce soir-là, j'étais accompagné d'un journaliste qui faisait un sujet sur les meurtres au Texas quand on m'a appelé. Qu'est-ce qu'on a? Je suis en route vers l'aéroport. Un incendie s'est déclaré. 3 personnes sont mortes. Bien reçu, j'arrive. J'étais à mi-chemin du centre commercial quand on m'a rappelé pour me dire qu'il y avait un 4e corps. Ce serait un braquage et un homicide. Nous voici au centre commercial. C'est ici que se trouvait la boutique. Quand je suis arrivé, il y avait des pompiers partout. Dans le magasin, il y avait encore de la fumée et de l'eau. Tout était noir de suie, comme on pouvait s'y attendre. 3 des filles étaient les unes sur les autres. La 4e était à 3 mètres de celle que j'avais trouvée en premier. Le feu avait fait éclater leurs cuisses et leurs bras. On aurait presque dit des poupées. On avait beau savoir que c'était des êtres humains, on avait du mal à en croire nos yeux. J'ai vu beaucoup de cadavres, mais des comme ça, jamais. Puisqu'elles étaient nues, j'ai pensé à une agression sexuelle. Le chrono était lancé. En combien de temps allait-on élucider l'affaire? On a coutume de dire qu'au-delà de 48 heures, les choses se compliquent sérieusement. Voyant l'état de dégradation de la scène de crime, l'inspecteur Jones décide de faire appel au DPS, le département de sécurité publique du Texas, pour collecter les indices dans les décombres. Il n'y avait pas d'armes. Mais près d'un siphon de sol, on a trouvé une balle de calibre 380. Il fallait qu'on sache si les filles avaient été agressées sexuellement. Personne ne devait toucher les corps avant l'arrivée du DPS. Des échantillons sont prélevés sur les corps, qui sont ensuite confiés aux médecins légistes et transportés à la morgue. Pendant ce temps, la police interroge le gérant de la boutique. Il explique que 2 adolescentes de 17 ans, Elisa Thomas et Jennifer Harbison, travaillaient ce soir-là. Mes parents ont divorcé peu après ma naissance. Je vivais avec mon père. Il devait être 1 heure du matin. On dormait quand quelqu'un a frappé à la porte.
Les policiers annoncent au père d'Elisa que l'adolescente fait probablement partie des victimes, mais qu'ils ne pourront en être sûrs qu'une fois l'autopsie terminée. Elle avait toujours été présente dans ma vie, et je n'arrivais pas à digérer la nouvelle. Je me suis dit que ce n'était pas elle, qu'on l'avait peut-être kidnappée. C'était invraisemblable, mais préférable à la réalité. Des amis de mon père, escortés par des policiers, nous ont conduits chez ma mère. Elle était folle de chagrin. Chez les Harbison, c'est Barbara, la mère de Sarah et Jennifer, qui a ouvert la porte. Quand la police lui a demandé où étaient ses filles, elle a répondu « dans leur chambre ». Elle pensait qu'Amy dormait avec Sarah dans sa chambre et Jennifer dans la sienne. Mais lorsqu'elle monte vérifier, elle découvre qu'aucune des filles n'est rentrée, pas même Amy. Les policiers se rendent alors chez les Ayers pour vérifier si Amy s'y trouve. On a frappé à la porte à 5h15 du matin. Des policiers nous ont parlé d'un incendie à la boutique. Ils voulaient savoir si on était les parents d'Amy Ayers. Notre vie a basculé cette nuit-là. Pendant ce temps, l'inspecteur Jones et son équipe passent la nuit à essayer de rassembler les pièces du puzzle. C'était un cambriolage. Il manquait les $540 de la caisse. Des produits de nettoyage étaient disséminés dans la salle, suggérant que les filles avaient été interrompues pendant la phase de fermeture. D'après la police, les 4 adolescentes auraient été emmenées dans la réserve. On les aurait obligées à se déshabiller. Le plus simple pour contrôler des enfants, surtout des filles, c'est de les déshabiller. Puis on les a forcées à s'agenouiller avant de les ligoter et de les bâillonner avec leurs propres sous-vêtements. Une fois les filles attachées, le coupable aurait pu voler la caisse et partir. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. On pense qu'il a paniqué et qu'il les a abattues. Puis il a mis le feu à la réserve, probablement pour faire disparaître les preuves. Il n'a pas utilisé d'accélérant. Il a mis le feu aux serviettes en papier qui étaient rangées à proximité sur une étagère. Pendant que la police passe la scène au peigne fin avant de rassembler le plus d'indices possible, le médecin légiste fait de son mieux pour identifier les victimes. Le lendemain, on a dû aller au commissariat et apporter le dossier dentaire de ma sœur. Après comparaison des données dentaires, les victimes sont officiellement identifiées comme étant Elisa Thomas, Jennifer et Sarah Harbison et Amy Ayers. Puis le DPS rend les conclusions de ces analyses. Les échantillons recueillis et analysés par le DPS confirmaient l'agression sexuelle. On retrouve plusieurs ADN masculins sur les écouvillons prélevés sur Jennifer Harbison, 17 ans, Sarah Harbison, 15 ans, et Amy Ayers, 13 ans, mais pas sur Elisa Thomas. Ça voulait dire que les coupables étaient au moins 2. Mais la technologie n'en est qu'à ses balbutiements, et les corps ont d'abord été calcinés, puis aspergés. Le laboratoire sait que l'ADN en question appartient à des hommes, mais rien de plus. Les policiers étudient le rapport d'autopsie, espérant comprendre comment se sont déroulés ces derniers instants tragiques. On leur a tiré dans la tête avec un calibre 22 avant d'entasser les corps. Amy s'est échappée. Elle a rampé sur environ 3 mètres avant d'être abattue par une arme de calibre différent. Elles étaient mortes quand l'incendie s'est déclaré. Dans la boutique, un indice a survécu aux flammes et pourrait permettre de savoir
Qui était présent ce soir-là? La caisse avait enregistré toutes les transactions de la soirée. La dernière avait eu lieu à 23h03. Les inspecteurs tentent d'identifier le dernier client de la soirée. On a fait un communiqué pour demander à tous les clients de nous contacter. Beaucoup l'ont fait. La police contacte tous ceux qui ont payé par carte le soir des meurtres. Des dizaines d'autres personnes se manifestent pour dire qu'elles ont payé en liquide. On a pris leur déposition. On pensait avoir tout le monde, mais il nous manquait apparemment 2 hommes aperçus par des témoins. Un couple venu consommer sur place vers 22h45 dit avoir vu 2 hommes dans la boutique. Je m'appelle Carlos Garcia, je suis avocat exerçant à Austin. Le témoin a dit « Il y avait 2 hommes assis derrière moi. Ils portaient des capuches et ils échangeaient à voix basse. Ils étaient encore là quand on est parti. » Une autre cliente, Lucella, décrit 2 adolescents blancs, mesurant entre 1,60 m et 1,70 m. Elle a dit que chacun portait un gros blouson, un jean et des bottes. Un était mince, l'autre plus épais. D'autres clients disent avoir aperçu un homme d'origine hispanique au volant d'une voiture américaine de couleur claire, garé devant la boutique, et ils en font un portrait robot. La piste semblait prometteuse, alors on l'a suivie. Tandis que l'enquête progresse, les obsèques des 4 adolescentes ont lieu à l'église catholique Saint-Louis d'Austin. Il y avait foule. Apparemment, 1 millier de personnes. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de monde. Dans l'église, les gens étaient debout. Et il y en avait encore des centaines à l'extérieur. On a joué la chanson de Willie Nelson, Seven Spanish Angels, que ma sœur adorait. Une autre cérémonie a été organisée pour Amy dans l'église que sa famille fréquentait. Amy Ayers était le bébé à son papa, l'enfant chéri de la famille. Sur les films où elle apparaît, on voit que c'était une jeune fille pleine de vie et d'énergie. Très jeune. Elle faisait plus jeune que 13 ans. Et après sa mort, sa famille était et est toujours inconsolable. Sarah avait 15 ans. Elle était en seconde dans le même lycée que sa grande sœur Jennifer. C'était une athlète accomplie qui faisait du volley et du basket. Jennifer était menue, 40 kilos à peine. C'était une boule d'énergie. Les 2 sœurs Harbison, Jennifer et Sarah, étaient de vraies Texanes. Elles aimaient la musique country et les animaux. Jennifer voulait être vétérinaire. Elles s'occupaient de leurs bêtes chaque matin et chaque soir. Le programme agricole qu'elles suivaient disposait de bâtiments dédiés aux animaux des élèves. Elles allaient s'en occuper, elles les nourrissaient, leur donnaient à boire, faisaient tout ce qu'il y avait à faire. Puis elles rentraient chez elles pour se doucher et se changer avant d'aller à l'école. Elles commençaient très tôt. Elles étaient assidues. Et ce n'était pas que pour les notes. Elles aimaient leurs animaux. On n'imagine pas ne plus avoir dans notre vie celle qui en était le moteur depuis si longtemps. Il n'y a pas de mots pour exprimer notre douleur. J'avais l'impression d'avoir quitté mon corps. Elisa était ma sœur et ma meilleure amie. Une partie de moi est morte avec elle. Tandis que les familles se recueillent, la police ouvre une ligne téléphonique. 2 semaines plus tard, tout le pays en parlait.
On recevait presque 2500 appels par semaine. Les habitants étaient en colère et voulaient des réponses. Qui avait tué ces filles? On était perdus. On devait savoir qui étaient les coupables. Plus d'une semaine s'est écoulée depuis le meurtre des adolescentes. Et la police pense avoir découvert une piste. Un jeune homme, Maurice Pierce, se trouvait au centre commercial quand il a soulevé son t-shirt pour montrer son arme à feu à un passant. Cette personne a averti un vigile. Le vigile a confisqué l'arme en question. Maurice n'avait que 17 ans. Les forces de l'ordre avaient pour consigne de rechercher un calibre 380 et un 22. Et Maurice avait un 22. Surpris en possession d'une arme à feu, Maurice Pierce a été transféré au centre pour délinquants juvéniles d'Austin. Vers 11 heures, un inspecteur de police a interrogé le jeune homme. Les policiers apprennent que Maurice était en compagnie de 3 amis le soir du 6 décembre. Forrest Wellborn, Robert Springsteen et Michael Scott. Springsteen, Scott et Pierce ont tous 17 ans. Ils vont au même lycée que Forrest Wellborn, qui a 15 ans. Au cours de l'interrogatoire, les inspecteurs abordent le sujet des meurtres et sont choqués par la réponse que leur fait Maurice Pierce. On m'a dit que Maurice Pierce était passé aux aveux. Je suis allé l'interroger à mon tour. Durant notre échange, il m'a dit qu'il était en compagnie de Forrest Wellborn, Robert Springsteen et Michael Scott ce soir-là. C'était eux qui avaient cambriolé la boutique et commis les meurtres avant de mettre le feu. Mais Maurice a précisé qu'il n'avait rien fait à part conduire la voiture. La police a interrogé Michael Scott et Robert Springsteen, qui ont nié toute implication dans l'affaire, si ce n'est qu'ils étaient bien au centre commercial le vendredi soir et qu'ils avaient vu les pompiers sur place. À un moment, Maurice Pierce a volé une voiture sur un parking. Et les 4 amis sont partis à San Antonio à bord de ce véhicule. Puisque Scott et Springsteen reconnaissent avoir été à proximité du lieu du crime, l'arme de Pierce est envoyée au labo pour être analysée. Puis les inspecteurs s'intéressent au benjamin du groupe, Forrest Wellborn. On a équipé Maurice d'un micro pour qu'il aille parler à Forrest Wellborn. L'idée était de lui faire avouer le crime et sa participation. Maurice et Forrest se rendent dans une laverie automatique. Maurice essaie d'amener la conversation sur les événements du soir en question. Forrest ne semble pas comprendre les allusions de Maurice. Il essaie de participer à la conversation, mais à aucun moment il n'avoue le moindre meurtre. Il nous paraissait évident que Forrest n'avait rien à voir dans tout ça. Les 2 profils ADN retrouvés sur les victimes sont incomplets et les inspecteurs ne peuvent donc pas les comparer à l'ADN des adolescents. Sans preuve matérielle, ils en viennent à douter de l'implication des 4 garçons. Mais tout change lorsqu'un nouvel élément de preuve est apporté par l'un des témoins. Les policiers retournent voir Lucella, la femme qui a donné une description précise des 2 hommes assis à une table. Ils lui montrent 6 photos. Et l'une d'elles attire son attention. Elle la désigne en disant « Celui-ci ressemble à l'un des adolescents que j'ai vus dans la boutique. » Il s'agit de Maurice Pierce. Puisqu'un témoin l'a peut-être identifié, les enquêteurs espèrent que les analyses balistiques du calibre 22 seront concluantes.
Les stries présentes sur les balles du revolver de Pierce étaient très prononcées, car l'arme était relativement neuve. Or, les balles extraites des corps des victimes avaient été tirées avec une arme a priori bien plus ancienne. Les analystes du DPS ont dit « Non, impossible de relier cette arme à la scène de crime ». On n'avait donc que les aveux de Maurice, mais c'était insuffisant pour une mise en examen. En fait, on n'avait rien. Puis, à l'automne 1992, presque un an après les meurtres, l'enquête fait un bond en avant. Un homme correspondrait au portrait robot de l'individu aperçu dans une voiture garée devant la boutique. Des collègues spécialisés sur les crimes sexuels nous ont dit « Le type de votre portrait robot ressemble au nôtre ». On a comparé les deux portraits. Ils étaient très ressemblants. L'homme en question s'appelait Alberto Cortez. Il était soupçonné d'agression sexuelle. Il s'avère qu'Alberto Cortez a été arrêté au Mexique. Il a avoué aux autorités mexicaines être l'auteur des meurtres de la boutique de yaourt glacé. Quand on a su que quelqu'un avait tout avoué, on s'est dit « Ça y est, on va peut-être avoir des réponses. » Le problème, c'est qu'Alberto Cortez disait avoir utilisé un calibre 38 et versé de l'essence dans toute la boutique avant d'y mettre le feu. Ce n'était pas le bon calibre et aucun accélérant n'avait été utilisé. Ça ne pouvait pas être lui. 2 jours plus tard, il a reconnu avoir avoué sous la contrainte. L'année 1992 touche à sa fin et l'absence de pistes pèse sur le moral des familles. On est resté dans le noir pendant si longtemps. Ça a rongé ma mère de l'intérieur. Elle souffrait énormément de savoir que celui qui avait commis ce crime vivait tranquillement sa vie. S'il les attrape, qu'il les pende. Il faut qu'il souffre. Pardon, mais on souffre tous les jours et ça ne va pas en s'arrangeant. Les années passent et à chaque date d'anniversaire, la presse fait le point sur l'évolution de l'enquête. Mais ce que tout le monde retient, c'est que les meurtres n'ont toujours pas été élucidés. Le 31 août 1999, le FBI a dressé un nouveau profil des suspects afin d'aider la police à résoudre l'enquête. D'après ce profil, les coupables étaient jeunes, désorganisés et avaient sûrement quitté la ville après avoir commis les meurtres. Les enquêteurs repensent immédiatement aux 4 adolescents de 1991 qui, à l'époque, avaient volé une voiture pour aller se balader à San Antonio. Donc, Maurice Pierce, jeune et désorganisé, a quitté la ville avec Wellborn, Springsteen et Scott en pleine nuit, ou du moins avant le matin. Ça pouvait être eux. 8 ans se sont écoulés depuis leur premier interrogatoire. Maurice Pierce travaille désormais dans un entrepôt au Texas et il est papa d'une fillette de 7 ans. Forrest Wellborn a ouvert un garage automobile. Michael Scott est marié et fait des petites réparations. Robert Springsteen a déménagé en Virginie occidentale. Il est marié et gérant d'un McDonald's. À cause de leurs agissements ce soir-là, les 4 hommes ont été à nouveau convoqués par la police. Springsteen a été interrogé en Virginie occidentale. Les inspecteurs ne sont arrivés à rien avec Pierce, Wellborn et Springsteen. En revanche, l'interrogatoire de Michael Scott a duré 5 longues journées et s'est soldé par des aveux de sa part. J'essaie pas de cacher quoi que ce soit. Tu sais qui leur a tiré dessus? Non. Tu sais qui les a tués? Non. T'es sûr? Évidemment, vous essayez de me faire croire que Robert ou Maurice auraient dit quelque chose pour m'incriminer. Évidemment, Michael, qu'est-ce que tu crois qu'ils allaient faire? C'est des balances.
Tu croyais qu'ils allaient se taire? Je suis le bouc émissaire idéal, le mec gentil. T'es le mec gentil. Scott a été interrogé pendant 22 heures au total. Sa déposition commençait par « Je ne vois pas de quoi vous parlez ». C'est avec cette arme que t'as tiré? Non. C'est avec cette arme que tu leur as tiré dans la tête? Et se concluait par « Oui, c'était moi ». C'était toi, pas vrai? Oui. T'as fait quoi? Je les ai tués. Maintenant que Michael Scott a avoué, la police utilise sa déposition contre Robert Springsteen, qui avoue à son tour. Très vite, les 4 hommes sont arrêtés. Tôt ce matin, la police d'Austin, assistée d'autres agences, a délivré 4 mandats d'arrêt et mis en examen 4 hommes pour meurtre. J'étais sous le choc. On avait déjà eu de faux espoirs par le passé. Alors on se demandait si cette fois, ses aveux étaient sincères. Après avoir obtenu des aveux de Springsteen et Scott, les inspecteurs tentent de faire parler Wellborn et Pierce. Forrest Wellborn n'a cessé de répéter « Je ne sais pas de quoi vous parlez. J'ai rien fait. » Je m'appelle Tony Diaz. Je suis avocat à Austin. Forrest était défendu par un avocat très compétent au début de cette affaire. Il n'a pas été poursuivi parce qu'il n'y avait aucune preuve contre lui. Maurice Pierce, qui avait détenu un calibre 22, a aussi été interrogé. Mais la police n'a jamais pu prouver qu'il était impliqué. Cela fait 3 ans et demi que les policiers cherchent en vain à prouver de manière irréfutable que les 4 amis ont commis ce crime. Le procureur décide d'annuler les charges qui pèsent contre Pierce et Wellborn pour ne garder que 2 accusés. Les 2 qui étaient passés aux aveux, Robert Springsteen et Michael Scott, ont été mis en examen pour le meurtre de 4 adolescentes, un crime passible de la peine de mort. Je m'appelle Mike Lynch. Je suis le juge qui a siégé lors des 2 procès. L'accusation contre chacun des prévenus reposait sur leurs aveux. Springsteen a été jugé en premier. Je me souviens vaguement avoir assisté au procès et m'être dit « Ce sont des gens normaux. » C'est un crime d'une telle atrocité. Et puis on voit arriver un type avec 2 bras et 2 jambes. C'est tellement bizarre. Robert Springsteen se rétracte. Il prétend qu'on l'a forcé à avouer et qu'il n'a pas commis ces meurtres. La défense a déposé une motion disant qu'il avait avoué sous la contrainte et que ses aveux étaient donc irrecevables. Mais ce n'était pas à moi de déterminer si ce qu'il avait dit était vrai ou non. C'était au jury. Et j'ai estimé que sa déposition et celle de Michael Scott étaient recevables. Lors du procès, le jury ne croyait pas à la culpabilité de Robert Springsteen, jusqu'à ce que la transcription de la déposition faite par Michael Scott soit admise. C'est ce qui a décidé de son sort. Et Rob, il faisait quoi? Il me regardait. Il t'a dit quelque chose? Vas-y, Mike. Ou tu seras le prochain. J'ai vu la réaction des jurés et j'ai compris que ça allait être très compliqué. Robert Springsteen a été condamné à la peine de mort. Puis Michael Scott a été jugé. Le procès de Scott débute en septembre 2002. Comme Springsteen avant lui, il prétend avoir avoué sous la contrainte. Michael Scott a été interrogé le 9 septembre 1999. Son interrogatoire a duré 5 jours, mais tout a basculé dès le premier jour. C'est là que le mal a été fait. Je veux parler de la méthode Reid. C'est une méthode d'interrogatoire coercitive qui permet d'obtenir de faux aveux. C'est très simple. D'abord, je vous accuse. Je prétends savoir que vous êtes coupable. Vous êtes coincé et votre seule porte de sortie, ce sont les aveux. Pendant 5 jours, ils ont rédigé ces aveux à sa place et il n'a eu qu'à signer.
Tu t'en sortiras pas. T'es mouillé jusqu'au cou, et on sait pourquoi. On essaie juste de t'aider. Cette jour J, c'est ta chance, saisis-la. Dis-nous ce qu'il s'est passé, on le note, et c'est fini. Avec quoi elles étaient ligotées? C'est facile. Je sais que c'était blanc. Quelque chose de blanc. Réfléchis. Des serviettes? Non, des serviettes en papier, c'est pas possible. Te fiche pas de nous, ok? C'est le jeu des 20 questions. Il a fini par dire « Avec leurs habits ?» Oui, bravo Michael. On les a ligotés avec leurs habits. Vous les avez ligotés avec leurs habits, Rob et toi. Et elles étaient comment? Dis-le. Nus. Nus. Et ben voilà. C'est absurde de prouver la culpabilité d'une personne de cette manière. La défense tente de réfuter les propos de Scott. Notre stratégie consistait à comparer ses aveux à la scène de crime pour montrer que ça ne collait pas. Par exemple, c'est dans la réserve que les meurtres ont été commis. Mais Scott a placé toute l'action à l'avant, derrière le comptoir. Ça ne concordait pas. Malgré les efforts de son avocat pour réfuter ses aveux, Michael Scott est jugé coupable et condamné à la prison à vie. Le jury n'avait pas envie d'examiner les détails qui constituaient pourtant un doute raisonnable. La vision des corps de ces adolescentes était trop forte. Quelqu'un devait payer. Et ils ont payé. Pour les familles des victimes, justice a enfin été rendue. Ils ont avoué chacun de leur côté et sans s'être consultés. Leurs dépositions se ressemblaient beaucoup et ils ont été jugés coupables. J'étais contente. Les gens étaient satisfaits que cette affaire soit enfin résolue. Parce qu'elle pesait sur les esprits depuis près de 10 ans. C'était un soulagement, même s'il restait plus de questions que de réponses. Mais ce soulagement est de courte durée. Les avocats de Springsteen et de Scott décident de faire appel. Ils plaident la violation du 6e amendement pour chacun des prévenus, puisque les aveux des complices ont été admis aux 2 procès. En 2004, la Cour suprême a décidé d'édicter une règle absolue. Les dépositions faites durant un interrogatoire de police par les co-accusés ne sont pas fiables et donc irrecevables. Parce que la plupart du temps, un co-accusé avouera peut-être, mais il tentera systématiquement de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Les jugements ont donc été annulés et les 2 hommes renvoyés devant la cour. Le juge a dit au procureur « Vous allez devoir trouver autre chose. Les aveux sont irrecevables. » Pendant 3 ans et demi, tandis que Scott et Springsteen dorment en prison, l'accusation tente de différer les procès, jusqu'à ce qu'en mars 2008, un nouvel élément soit révélé. On sait que de l'ADN masculin avait été retrouvé lors des prélèvements vaginaux. Mais avec les progrès de la technologie, la police peut désormais retester ces échantillons. Et sur les 2 profils partiels découverts en 1991, les techniciens parviennent cette fois à obtenir un profil ADN complet. Ils le comparent alors à l'ADN des 4 hommes, ce qui donne des résultats tout à fait inattendus. Les 4 garçons avaient fourni des échantillons qui ont été comparés au profil ADN du meurtrier. Ça ne concordait pas. Il a fallu les exclure, tous les 4. Ça prouvait qu'aucun des hommes arrêtés pour ce crime n'était en fait impliqué. Soudain, j'ai vu la procureure à la télé annoncer « On abandonne les poursuites. Ils ne seront plus inquiétés. » Je ne peux pas laisser cette affaire être jugée tant que l'on n'aura pas d'abord identifié l'homme à qui cet ADN appartient et que toute la lumière ne sera pas faite. Le jour où on les a libérés,
a été très difficile. Je ne sais toujours pas qui a fait ça. Chaque fois qu'on pense avancer, on fait 3 pas en arrière. Les autorités comparent l'ADN à tous les profils enregistrés dans la base nationale, sans résultat. L'enquête est au point mort. 32 ans plus tard, ces meurtres ne sont toujours pas élucidés. Je pense que la police a mis tous ses œufs dans le même panier en se focalisant sur ces 4 hommes. Pourtant, rien ne les relie au crime. C'est inimaginable de n'avoir toujours aucune réponse. On ne résoudra cette affaire qu'en reprenant tout du début. On sait qu'un témoin a dit « Il y avait 2 hommes assis derrière moi. Ils étaient encore là quand on est parti. » Tous les clients se sont fait connaître, sauf 2. Qui étaient ces hommes? C'est un scénario plausible. Le couple s'en va, les 2 types restent. L'un d'eux se lève, sort une arme, et l'enfer commence. Quand on retrouvera ces types, l'ADN correspondra, c'est sûr. En attendant, les familles des victimes cherchent toujours à comprendre ce qu'il est arrivé à Elisa, Jennifer, Sarah et Amy. Mon père repense souvent à cette soirée. Il repense à la dernière fois où il l'a vue, à ce qu'il aurait pu dire ou faire différemment. On est tous condamnés à se dire « et si ?» à se poser la question. Résolue ou non, cette affaire fait partie de moi. Peu importe combien de fois je dois la raconter. Elle ne sort pas de ma tête. Elle hante toutes les personnes impliquées. Les souvenirs de ma sœur s'effacent. Parler d'elle est si douloureux qu'on a totalement arrêté. Mais Elisa tenait un journal. Il m'a fallu presque 30 ans pour trouver la force de l'ouvrir. Mais en le lisant l'année dernière, j'ai senti un lien se recréer avec elle. Regardez, c'est Elisa. Je retrouve l'adolescente insouciante. On dit que le temps guérit tout. Non. Le temps ne guérit rien. Notre communauté se doit de découvrir la vérité. Ma mère est morte en 2015. Elle jugeait important qu'on continue à parler de ce qu'il était arrivé à Elisa. Ma famille et celle des autres filles espèrent toujours que quelqu'un aura de nouvelles informations qui feront peut-être avancer l'enquête. J'ai bon espoir qu'on ait un jour des réponses. Je ne mourrai pas sans connaître la vérité. C'est ma petite fille. Et je réclame justice. Dans les banlieues résidentielles de Tallahassee, en Floride, le temps semble souvent s'écouler avec une lenteur maîtrisée, bercée par le chant des cigales et l'ombre portée des chênes centenaires. C'est dans ce décor propice à la quiétude des familles américaines que Michael et Angela Paris ont choisi de bâtir ce qu'ils présentaient au monde comme un véritable sanctuaire. À première vue, tout chez eux respirait la réussite, une sorte de photographie parfaite figée dans le temps, prête à être encadrée pour un album de souvenirs. Michael, avec son allure assurée et son sérieux professionnel, semblait être le pilier infaillible de ce foyer, tandis qu'Angela, par sa présence lumineuse et son dévouement, en était le cœur battant. Leurs amis, leurs collègues et même leurs voisins les plus proches ne voyaient en eux rien de moins qu'un couple modèle, une entité solide, capable de traverser les tempêtes de la vie avec une aisance déconcertante. C'était en apparence une union fondée sur une complicité sans faille, un partenariat où chacun semblait avoir trouvé sa juste place dans un agencement méticuleux du quotidien. Cependant, il est une vérité universelle dans les récits de ce genre. Ce que nous voyons n'est bien souvent que la projection que les autres souhaitent nous offrir.
Dans le cas des paris, cette projection était orchestrée avec une précision quasi chirurgicale. Chaque matin, le couple quittait sa demeure propre sur lui, prêt à affronter ses responsabilités respectives, en renvoyant l'image d'une vie domestique équilibrée, dénuée de ces tensions sourdes qui érodent tant d'autres foyers. Pour ceux qui les croisaient rien, ne laissaient présager que derrière les façades claires de leur maison se tramait une dynamique bien plus complexe, une sorte de théâtre intime, où les rôles étaient distribués avec une rigidité inquiétante. L'idée même que leur relation puisse être le siège d'un tourment intérieur aurait paru absurde à quiconque les observait de l'extérieur. Ils incarnaient cette réussite matérielle et sociale à laquelle beaucoup aspirent, cette sérénité affichée qui agit comme un bouclier contre les jugements extérieurs. Mais le calme absolu, lorsqu'il est maintenu avec une telle constance, finit souvent par soulever des questions. Est-ce le signe d'une harmonie profonde ou celui d'une tension tellement contenue qu'elle devient insupportable ? Il est crucial de comprendre que dans cette phase initiale de leur vie commune, la notion de raison semblait être le ciment de leur quotidien. Tout était rationalisé, planifié, structuré. Michael en particulier semblait accorder une importance capitale à la maîtrise des événements. Il y avait dans sa gestion de la sphère domestique une volonté manifeste de prévenir tout imprévu, comme si le moindre grain de sable dans l'engrenage de leur vie pouvait mettre en péril l'édifice fragile qu'il s'efforçait de protéger. Angela, de son côté, naviguait dans ce cadre avec une apparente docilité. Elle était la compagne idéale, celle qui soutient, celle qui compose, celle qui arrondit les angles. Cette configuration, si rassurante en apparence, portait en elle les germes d'une dépendance émotionnelle qui, sous couvert d'amour et de protection, commençait à instaurer des dynamiques de pouvoir bien plus insidieuses qu'il n'y paraît. Le public, lorsqu'il plonge dans de tels récits, se demande souvent à quel moment précis le basculement s'opère. En réalité, le basculement ne survient jamais par un coup de tonnerre dans un ciel serein. Il est le résultat d'une érosion lente et imperceptible, un glissement progressif où la normalité se teinte jour après jour d'une nuance de gris de plus en plus sombre. En observant les témoignages de ceux qui ont côtoyé le couple à cette époque, on ressent une sorte de malaise rétrospectif. Les souvenirs sont empreints de cette étrange dissonance cognitive que l'on retrouve dans les affaires criminelles les plus marquantes, le souvenir d'une soirée passée ensemble, d'un dîner ou d'une sortie où tout semblait normal, mais où, avec le recul des détails anodins, prennent une toute autre signification. Une parole un peu trop tranchante, un regard insistant, une réaction disproportionnée à un événement mineur. Autant de fragments de réalité qui, mis bout à bout, dessinent les contours d'une faille invisible. On s'aperçoit alors que la perfection que les paris vendaient au reste du monde était en fait le résultat d'un effort colossal de dissimulation. C'était une mise en scène, une performance qui exigeait une énergie épuisante et dont le seul but était de préserver cette image, quitte à sacrifier la spontanéité, la confiance et finalement la liberté de l'autre. Ce vernis si soigneusement poli était pourtant destiné à se craqueler. Les forces invisibles qui travaillaient au sein de leur intimité ne pouvaient par nature rester confinées indéfiniment. Il existe dans la psyché humaine des ressorts qui, lorsqu'ils sont trop sollicités, finissent par céder. Michael Parris n'était pas un monstre au sens classique du terme, du moins pas aux yeux du monde. Il était un homme de son temps intégré, respecté peu, être même admiré pour son souci du détail. Mais sous cette surface civilisée bouillonnait une incapacité profonde à accepter l'imprévisibilité de l'autre, une incapacité à concevoir la relation comme un espace de liberté partagée. C'était là, dans cette nuance entre le besoin de protection et le désir de possession, que résidait le véritable poison. Alors que nous terminons ce premier volet, il est impératif de garder à l'esprit que la tragédie qui allait suivre n'était pas une fatalité absurde, mais l'aboutissement inévitable d'une architecture relationnelle où la raison dévoyée par la peur avait depuis longtemps cessé d'être un guide pour devenir un instrument de contrôle. Nous ne regardons pas ici une histoire de crime impulsif, mais le récit d'une lente décomposition de l'esprit où la normalité elle-même est devenue petit à petit le terrain le plus propice à l'irréparable. C'est dans le silence feutré des habitudes quotidiennes que le basculement s'est opéré presque sans que personne ne s'en aperçoive. Si l'extérieur voyait un couple épanoui, l'intérieur,
lui commençait à se transformer en un terrain de jeu où les règles changeaient constamment dictées par l'humeur changeante et les angoisses grandissantes de Michael. Ce qui, au départ, pouvait passer pour une attention soutenue ou un souci légitime de sécurité, a commencé à muter pour devenir quelque chose de bien plus oppressant. La frontière entre l'intérêt pour l'autre et l'obsession est une ligne fine, souvent invisible, que Michael a franchie sans même s'en rendre compte ou peu, être avec une détermination calculée. L'amour dans cette maison de Tallahassee a lentement cessé d'être une source de réconfort pour devenir un exercice de surveillance. Chaque interaction, chaque sortie, chaque échange téléphonique d'Angela est devenu un point de friction potentiel. Pour Michael, le monde extérieur était devenu une menace, une série de tentations et de dangers qui menaçaient l'intégrité de ce qu'il considérait comme sa propriété exclusive. Cette transformation ne s'est pas faite brutalement, mais par petites touches comme une ombre qui s'allonge sur un mur à la tombée du jour. Michael a commencé à poser des questions de plus en plus intrusives sur l'emploi du temps d'Angela, exigeant des détails précis, vérifiant ses dires avec une insistance qui dépassait le cadre de la simple conversation. C'était une mécanique de doute permanent. Si Angela rentrait un peu plus tard que prévu, le reproche n'était pas exprimé par la colère, mais par un questionnement froid, logique, quasi judiciaire, visant à débusquer une incohérence qui n'existait pourtant. C'est là que réside le drame de cette phase de leur vie, le sentiment d'Angela d'être constamment sous examen. Elle vivait dans une maison où chaque pièce, chaque espace semblait être sous une surveillance invisible. Elle devait justifier ses moindres faits et gestes, non pas parce qu'elle avait commis une erreur, mais parce que Michael, prisonnier de ses propres démons, refusait de tolérer l'autonomie de celle qu'il prétendait aimer. Il est fascinant d'observer, à travers les récits des proches, à quel point la paranoïa est une force capable de réécrire la réalité. Pour Michael, tout devenait un signe, un indice à interpréter. Un sourire adressé à un collègue, un appel resté sans réponse immédiate, ou même un intérêt pour une nouvelle activité, tout était interprété comme un signe de déloyauté ou d'éloignement. Ce climat de suspicion a fini par créer un isolement progressif. Angela, autrefois épanouie et ouverte, a commencé à se replier sur elle-même pour éviter de déclencher de nouveaux interrogatoires. Ce repli, ironiquement, n'a fait qu'alimenter la paranoïa de Michael. Pour lui, ce silence ou cette hésitation n'étaient pas les signes de la souffrance d'une femme opprimée, mais les preuves tangibles qu'elle cachait quelque chose. C'était une spirale vicieuse. Plus elle se taisait pour se protéger, plus il voyait dans ce silence la confirmation de ses soupçons infondés. C'est la tragédie des esprits qui ne peuvent plus faire confiance, ils finissent par créer les monstres qu'ils redoutent par-dessus tout. Dans cette atmosphère chargée d'une tension électrique, la maison est passée d'un foyer à un espace de haute surveillance psychologique. Il est troublant de réaliser comment la vie privée peut être érodée de l'intérieur. Michael utilisait la logique, un outil pourtant noble, pour justifier des comportements qui, analysés avec le recul, apparaissent comme une quête désespérée de contrôle total. Il ne s'agissait plus seulement de savoir ce que faisait Angela, mais d'être le seul centre de gravité de son existence. Il cherchait à effacer toute trace d'indépendance dans la vie de sa compagne, comme si le simple fait qu'elle puisse avoir des pensées, des désirs ou des contacts en dehors de lui constituait une trahison. Ce besoin maladif de dominer le récit de leur vie commune a transformé Angela en une actrice dont le script était écrit par un auteur dont l'esprit était en train de se fragmenter. Elle essayait de jouer son rôle de maintenir la façade, espérant sans doute qu'un retour à la normale était possible, que cette phase de méfiance finirait par s'estomper d'elle-même. Mais la paranoïa, lorsqu'elle n'est pas traitée, a cette capacité particulière de se nourrir de tout ce qu'elle rencontre. Elle ne se rassasie jamais. Au contraire, chaque tentative d'apaisement, chaque geste de réconciliation de la part d'Angela était perçu par Michael comme une ruse, une tentative de détourner l'attention. Le couple, qui avait autrefois partagé des rires et des projets d'avenir, se retrouvait pris au piège dans une danse macabre où personne ne menait réellement, car la peur était devenue le seul véritable maître de la maison. Les murs de cette demeure, autrefois témoins de la construction d'une vie, étaient devenus les témoins impuissants d'une déconstruction méthodique de la confiance. Et pendant que le monde extérieur continuait de voir le couple Paris comme un exemple de réussite à l'intérieur,
Les fondations même de leur union étaient en train de s'effondrer sous le poids d'une réalité parallèle, celle d'un homme qui, persuadé de détenir la vérité, était en train de s'éloigner de toute forme d'humanité. Cette étape du récit nous montre que le danger ne réside pas toujours dans des actes violents et spectaculaires, mais parfois dans le très lent grignotage de l'âme humaine, par le doute transformant le foyer en une prison dont les barreaux ne sont pas faits de métal, mais de suspicion et de malentendus accumulés. À mesure que les mois s'écoulaient, la façade de perfection que Michael et Angela s'efforçaient de maintenir commençait à présenter des fissures trop profondes pour être colmatées par de simples sourires de circonstance ou des excuses convenues. Ce qui n'était autrefois qu'un malaise confiné aux quatre murs de leur foyer a commencé à déborder, s'infiltrant dans leurs interactions sociales et professionnelles avec une insidiosité déconcertante. Le comportement de Michael, autrefois perçu comme celui d'un homme soucieux et attentionné, est devenu aux yeux de quelques observateurs attentifs étrangement rigide, voire obsessionnel. Il y avait dans sa manière de parler de leur relation une intensité qui mettait les gens mal à l'aise, une insistance à souligner que tout allait parfaitement bien, qui sonnait en réalité comme un aveu tacite que tout était en train d'essombrer. Pour Angela, cette période fut celle d'une tension psychologique extrême, un exercice quotidien de funambule où elle devait naviguer entre son besoin de préserver une vie normale et l'exigence impérieuse de son mari de valider sa vision déformée de la réalité. C'est ici que la notion de raison, ce titre évocateur de notre récit, prend tout son sens tragique. Michael s'était enfermé dans un système de pensée clos, une logique circulaire, où chaque élément de l'extérieur était réinterprété pour confirmer ses théories les plus sombres. Pour lui, la raison n'était plus un outil d'analyse permettant d'appréhender le monde tel qu'il est, mais une arme sophistiquée destinée à justifier l'injustifiable. Il ne s'agissait plus de comprendre Angela, de partager ses joies ou ses peines, mais de la décoder, de la tester, de la confronter à des scénarios qu'il avait lui-même imaginés dans les profondeurs de ses insécurités. Ce basculement vers l'irrationnel est le moment où l'individu perd le contact avec l'altérité. L'autre n'est plus un partenaire, un égal avec ses propres désirs et ses propres droits, mais un objet dont la seule valeur réside dans sa capacité à refléter l'image que le protagoniste veut voir. Cette déshumanisation, bien que subtile au départ, est le socle sur lequel se bâtissent les plus grandes tragédies domestiques. Les proches, lorsqu'ils sont interrogés a posteriori, font souvent état de ce sentiment d'impuissance. Ils décrivent des moments où ils sentaient, sans pouvoir mettre le doigt dessus, que quelque chose ne tournait pas rond. C'étaient des silences trop longs lors des repas, des regards échangés, entre le couple qui semblait chargé d'une lourdeur insupportable, ou encore cette façon qu'avait Michael d'interrompre Angela pour compléter ses phrases, comme s'il craignait qu'elle ne dise quelque chose qui ne soit pas conforme au scénario qu'il avait établi. C'était pour Angela une érosion constante de sa propre identité. Elle, qui était autrefois vibrante, pleine de vie et de projets, semblait s'éteindre petit à petit comme une flamme que l'on prive d'oxygène. La tristesse qu'elle portait en elle devenait pour ceux qui l'observaient un signe avant-coureur de la catastrophe à venir. Il est déchirant de réaliser combien de fois, dans ce genre d'affaires, l'entourage perçoit les signaux d'alerte, sans pour autant réaliser l'ampleur du danger qui couve, tant l'apparence de la normalité est puissante. Alors que nous nous approchons de la rupture, il est essentiel de comprendre que la tragédie des paris n'est pas le produit d'un coup de folie soudain, mais la conclusion logique d'un processus de dégradation mentale et émotionnelle de longue haleine. Michael ne s'est pas réveillé un matin avec l'intention de basculer dans l'irréparable. Il a pas à pas construit un labyrinthe psychologique dont il ne pouvait plus trouver la sortie. Chaque mensonge, chaque soupçon, chaque moment de contrôle exercé sur Angela était une pierre de plus posée sur le chemin qui menait à leur perte commune. La raison qu'il invoquait pour expliquer ses actions était par une ironie cruelle le moteur même de sa déraison. En voulant tout verrouiller, en cherchant à maîtriser chaque aspect de leur union, il a étouffé la vie elle-même, transformant leur foyer en un tombeau avant même que le drame ne se produise physiquement. Cette première partie de notre récit nous laisse avec une question vertigineuse: comment le quotidien le plus banal peut-il devenir le terreau d'une telle obscurité ?
La réponse réside sans doute dans notre capacité à ignorer par confort ou par habitude les fissures que nous percevons chez ceux qui nous entourent. Le cas des paris est une leçon amère sur la fragilité de nos structures sociales et sur la manière dont derrière les apparences les plus rassurantes peut se cacher une détresse profonde, capable de dévorer tout ce qu'elle touche. En quittant cette première partie, nous ne sommes pas seulement spectateurs d'une tragédie passée, mais témoins d'une mise en garde universelle. La raison, si elle n'est pas tempérée par l'empathie, l'acceptation de l'autre et le respect de la liberté peut devenir l'instrument le plus dangereux qui soit. Nous sommes désormais au seuil du gouffre, là où la logique de Michael a fini par dévorer la vie d'Angela, laissant derrière elle un sillage de questions sans réponse et un héritage de douleur que le temps, malgré tous ses efforts, ne parviendra jamais tout à fait à effacer. La mise en scène est terminée, le décor est planté, et le rideau est sur le point de se lever sur une réalité bien plus sombre que tout ce que nous aurions pu imaginer. Si la première partie de notre récit nous a permis d'observer la montée en puissance d'un contrôle psychologique sournois, cette seconde phase nous plonge dans la réalité technique et froide de cette obsession. Nous quittons ici le domaine de l'intuition pour entrer dans celui de la preuve matérielle. Michael Parris ne se contentait plus de soupçons exprimés au cours de disputes domestiques. Il était entré dans une phase d'exécution tactique, une véritable campagne de surveillance dont la sophistication ne pouvait que témoigner d'une déconnexion croissante avec toute forme de morale. C'est ici que la technologie censée faciliter nos vies et nous rapprocher les uns des autres est devenue entre ses mains un instrument de torture psychologique. L'invasion de la vie privée d'Angela n'était plus une simple question de méfiance, mais une entreprise structurée, presque institutionnalisée, au sein même de leur foyer. Imaginez un instant l'atmosphère régnant dans cette maison de Tallahassee. Angela, consciente d'être sous une surveillance constante, devait peser chaque mot, chaque geste, chaque sourire. Pour Michael, la maison était devenue un laboratoire où il accumulait des données comme si la somme des détails de la vie de sa femme pouvait, par une équation mathématique qu'il était seul à pouvoir résoudre, lui révéler une vérité qu'il avait déjà décrétée. Il enregistrait les conversations. Il épluchait les factures téléphoniques. Il traquait les moindres déplacements avec une rigueur qui aurait été impressionnante si elle n'avait pas été si tragiquement mal placée. Ce comportement n'est pas seulement le signe d'une jalousie pathologique, il est l'expression d'un désir de puissance absolue. En capturant la voix, les mots, et finalement l'intimité d'Angela Michael ne cherchait pas seulement à la connaître, il cherchait à la posséder totalement, à la figer dans un état de dépendance, où elle ne pourrait jamais s'échapper de son regard. Pour Angela, la découverte progressive de cette surveillance a dû être un moment de basculement mental insurmontable. Réaliser que la personne à qui l'on a confié son cœur et son existence est devenue un observateur malveillant, quelqu'un qui utilise la technologie pour transformer le foyer en une prison, est une épreuve qui brise les fondations même de la confiance humaine. Il est difficile pour nous extérieurs à cette tragédie de mesurer l'ampleur du sentiment de trahison. Chaque objet électronique dans la maison, chaque appareil censé être utile, devenait soudainement un témoin, un espion, un outil au service d'une paranoïa galopante. Le sentiment de sécurité, si essentiel à l'épanouissement d'un individu, avait été méthodiquement assassiné. Angela ne vivait plus dans une maison. Elle vivait dans un piège, un espace où chaque zone d'ombre était potentiellement illuminée par les capteurs de son mari. La narration de cette étape ne peut se faire sans évoquer le contraste saisissant entre la vie sociale que Michael Parris continuait de projeter et ce qu'il accomplissait dans le secret de son bureau ou derrière ses écrans. Il y avait une schizophrénie comportementale dans sa gestion de la situation. D'un côté, l'homme de loi, ou le professionnel, respecté, stable, posé. De l'autre, le manipulateur obsessionnel qui passait des heures à analyser des enregistrements, cherchant à déceler dans le ton de la voix d'Angela une nuance, un changement de rythme, une hésitation qui confirmerait ses fantasmes de déloyauté. C'était une activité épuisante, dévorante. Elle ne laissait aucune place au repos, ni pour Angela, ni pour Michael lui-même qui s'enfermait de plus en plus dans une spirale où la réalité objective n'avait plus aucune prise. Le monde extérieur n'existait plus que sous l'angle de la menace potentielle.
Ce qui est particulièrement terrifiant dans cette phase de l'affaire, c'est la rationalisation du comportement de Michael. Lorsqu'on interroge les dossiers d'enquête ou les témoignages, on comprend qu'il ne se considérait jamais comme le méchant de l'histoire. Il se voyait au contraire comme le gardien d'une vérité bafouée, celui qui avait la lucidité nécessaire pour voir ce que personne d'autre ne voulait admettre. Cette inversion des rôles est caractéristique des manipulateurs les plus dangereux. Ils parviennent à se convaincre, et parfois à convaincre les autres, que leurs actions aussi intrusives et violentes soient-elles sont motivées par une forme de vertu. Je fais cela pour protéger notre couple. Je fais cela parce que je veux la vérité. Ces phrases entendues maintes fois dans les récits de crimes passionnels servent de bouclier moral. Mais sous ce vernis de justification, il n'y a que le désir de domination pure. La montée en puissance de cette surveillance numérique marque un point de non-retour. Avant cela, le conflit pouvait encore être interprété comme une crise relationnelle profonde, certes, mais potentiellement réversible avec une thérapie ou une prise de conscience. En passant à cette étape de surveillance technique, Michael a franchi une frontière qui rendait tout dialogue impossible. Il ne cherchait plus à communiquer avec Angela, il cherchait à la documenter. Il ne cherchait plus à construire, il cherchait à contrôler. La relation qui aurait dû être un échange s'est transformée en une base de données de griffes réelles ou imaginaires que Michael accumulait comme autant de munitions pour une guerre qu'il était le seul à mener. C'est à ce stade que la tragédie commence véritablement à se sceller. Chaque jour qui passait, chaque nouvelle donnée collectée renforçait son illusion et le poussait inexorablement vers le précipice. Nous sommes ici à la croisée des chemins, le moment où la folie nourrie par une technologie omniprésente commence à dicter le destin d'êtres humains qui, il n'y a pas si longtemps, ne demandaient rien d'autre que de vivre une vie simple et heureuse. Une fois que la surveillance technique fut établie comme une norme, le foyer des paris cessa d'être un lieu de repos pour devenir le théâtre d'une guerre psychologique permanente. Michael, fort de ses enregistrements et de ses interprétations biaisées, ne se contentait plus d'observer, il passait à l'offensive. Il est crucial de comprendre la mécanique de ce qu'on appelle l'aliénation. Pour Michael, l'accumulation de preuves aussi insignifiantes, soit-elle aux yeux d'un observateur neutre, était devenue une arme. Il ne s'agissait plus seulement de savoir, mais de confronter. Le soir, après les journées de travail, le salon devenait le tribunal où Michael présentait ses conclusions à une Angela épuisée. Il utilisait les fragments de conversation, les bribes d'appels, les silences captés par ses dispositifs pour reconstruire une réalité fictive, une version des faits où Angela était systématiquement coupable d'une déloyauté qu'elle ne parvenait même pas à nommer, car elle n'existait que dans l'esprit de son mari. C'est ici que le processus de déstabilisation prend toute son ampleur. Lorsqu'une personne est constamment soumise à une remise en cause de sa perception de la réalité, elle finit par douter d'elle-même. C'est ce qu'on appelle dans le langage psychologique le gaslighting. Michael, avec une persévérance glaçante, a commencé à distordre la narration de leur vie commune. Il ne se contentait pas d'accuser. Il réécrivait les souvenirs. Ne te souviens-tu pas de ce jour-là? Tu avais cette intonation particulière quand tu parlais à cet homme. Angela, cherchant à se défendre, se retrouvait prise au piège de ses propres justifications. Chaque tentative d'explication était retournée contre elle, transformée en aveu, en signe de culpabilité. Michael utilisait les faits réels, les détournait de leur contexte original et les réassemblait pour bâtir un édifice de mensonges si cohérent qu'il devenait presque impossible pour Angela de s'en extraire sans perdre pied. L'isolement social a suivi comme une conséquence logique de cette déstabilisation. Michael, habile dans sa manipulation, a entrepris de couper les liens qu'Angela entretenait avec son entourage, non pas par une interdiction formelle, ce qui aurait été trop voyant, mais par une érosion de la confiance. Il lui faisait croire que ses amis ne la comprenaient pas, que sa famille ne voyait pas ce qu'il voyait, qu'elle était seule à pouvoir saisir la profondeur de la vérité qu'il prétendait détenir. Il l'a coupée du monde extérieur en la persuadant que seul le cocon, ou plutôt la cage qu'il avait créée, était un lieu où elle était véritablement en sécurité. C'était une stratégie d'emprise totale, visant à rendre Angela dépendante de son jugement, de sa validation, et finalement de sa seule présence. Elle ne se rendait sans doute pas compte que,
Chaque fois qu'elle acceptait une de ses vérités, elle abandonnait un peu plus de son autonomie. La tension dans la maison était devenue insoutenable, palpable, une sorte d'électricité statique qui faisait vibrer les murs. Angela, autrefois une femme brillante, sociable et indépendante, commençait à perdre cette étincelle qui la caractérisait. Ses interactions avec les autres devenaient plus rares, plus hésitantes. Elle vivait dans la peur constante de commettre un faux pas de dire le mot qui déclencherait une nouvelle crise. Michael, de son côté, semblait puiser une forme d'énergie sombre dans ce contrôle. Plus Angela semblait affaiblie, plus son emprise semblait se resserrer. Il ne s'agissait plus de dialogue, mais de domination. Le climat de la maison était marqué par ces longs silences, lourds entrecoupés par les débriefings brutaux où il passait en revue les preuves de la veille. C'était un cycle sans fin, un manège de souffrance, où Angela était condamnée à répéter ses excuses pour des fautes qu'elle n'avait pas commises, dans l'espoir toujours déçu de retrouver un semblant de paix. Ce qui est particulièrement déchirant dans cette phase, c'est l'observation de la solitude d'Angela. Elle était entourée vue par ses voisins, saluée par ses collègues, et pourtant elle était profondément seule. Personne ne pouvait comprendre ce qui se jouait derrière les portes closes, car Michael était un maître dans l'art du paraître. Il jouait son rôle d'époux dévoué à la perfection dès qu'il était en public, ne laissant transparaître aucun signe de la violence psychologique qu'il exerçait dans l'intimité. Angela, elle était épuisée par ce double jeu permanent. Elle devait porter le masque du bonheur pour ne pas éveiller les soupçons tout en subissant le poids de la culpabilité imposée par Michael. Cette dualité entre l'image publique et la réalité domestique est sans doute l'une des caractéristiques les plus brutales de cette affaire. Elle nous rappelle que le danger est souvent invisible, dissimulé sous les dehors de la normalité et de la bien-pensance. Alors que nous avançons dans ce récit, il devient évident que le système de contrôle mis en place par Michael était condamné à ne jamais suffire. Une telle quête de domination est par nature insatiable. Chaque étape franchie, chaque nouveau niveau de surveillance, chaque nouvelle concession arrachée à Angela ne servait qu'à créer un vide encore plus grand. Michael cherchait à posséder une essence qu'il ne pouvait par définition jamais contrôler l'âme et la volonté de son épouse. En refusant d'accepter cette limite fondamentale de l'expérience humaine, il s'est condamné à une escalade vers l'abîme. Cette phase de l'aliénation est le prélude à la violence physique, le moment où l'esprit a été si méthodiquement brisé que seule une explosion finale semble pouvoir résoudre les tensions accumulées. Le foyer n'était plus qu'une poudrière et Michaela, avec une froideur qui défie l'entendement, tenait l'allumette. Nous sommes ici à la veille d'un basculement définitif où la logique de la paranoïa poussée à son paroxysme ne laisse plus aucune place à la vie, seulement à la fin brutale de l'histoire. Arrivé à ce stade, le voile de la normalité qui recouvrait encore par endroits la vie des paris s'était entièrement déchiré. L'architecture de l'aliénation bâtie sur des mois de surveillance et de manipulation psychologique avait atteint son point de saturation. Michael ne se contentait plus de construire des théories ou d'exiger des explications. Il était entré dans une phase de confrontation permanente, où la moindre respiration d'Angela semblait à ses yeux être une provocation ou un aveu de culpabilité. Le foyer n'était plus un lieu de vie, c'était un champ de mine où chaque geste, chaque mot, chaque seconde d'inattention pouvait déclencher une tempête. Il est terrifiant de constater comment, par la seule force d'une volonté dévoyer un être humain, peut être transformé aux yeux de son agresseur en une énigme à résoudre, une menace à neutraliser ou un objet à posséder sans partage. Angela, de son côté, vivait dans un état de stress chronique. Ceux qui, par bribes, ont pu entreapercevoir son état d'esprit à cette période décrivent une femme qui semblait s'effacer, se réduire physiquement et mentalement sous le poids d'une pression invisible mais omniprésente. Elle était prise dans une tenaille, d'un côté le besoin de survie qui lui criait de fuir, et de l'autre cette emprise psychologique si profonde que le monde extérieur lui paraissait par moments moins réel que le cauchemar qu'elle vivait chez elle. C'est la tragédie du contrôle absolu, il ne détruit pas seulement le corps, il corrompt la perception de la réalité. Angela ne savait plus ce qui était vrai, ce qui était permis, ou même ce qu'elle avait le droit de ressentir.
Michael avait réussi ce tour de force sinistre de devenir pour elle la seule référence, le seul juge, la seule mesure de son existence. C'est dans ces moments-là que la violence jusqu'alors feutrée, psychologique et insidieuse menace de déborder. Le basculement vers l'irréparable n'est jamais un hasard. C'est la conséquence d'une logique qui ne laisse plus d'autre issue. Michael, en s'enfermant dans ses propres constructions mentales, avait brûlé tous les ponts avec le monde réel. Il ne pouvait plus faire marche arrière. Chaque fois qu'il exerçait une nouvelle pression, chaque fois qu'il forçait Angela à se justifier davantage, il augmentait la tension interne, rendant l'explosion non seulement possible, mais inévitable. La maison de Tallahassee était devenue un espace clos où la pression atmosphérique, métaphoriquement parlant, ne cessait d'augmenter sans aucune soupape de sécurité pour permettre à la réalité de reprendre ses droits. Il faut également souligner le rôle de la peur qui était devenu l'unique moteur de la dynamique du couple. Ce n'était plus de l'amour, ce n'était plus de la passion. C'était un rapport de force pure brutale où l'un cherchait à annihiler la volonté de l'autre. Michael, dans sa quête effrénée de pureté, une pureté qu'il définissait par une obéissance totale et une transparence sans faille de la part d'Angela, était en réalité en train de détruire ce qu'il prétendait protéger. C'est le grand paradoxe des esprits possessifs. Ils finissent par étouffer la vie même qu'ils cherchent à garder auprès d'eux. Angela, dans sa souffrance, devenait le miroir de l'échec de Michael. Plus il la voyait dépérir, plus il interprétait cela comme une résistance, plus il augmentait la pression. C'était une spirale infernale, une chute libre vers un abîme dont aucun des deux ne semblait capable de les sortir. Le monde extérieur, avec ses codes, ses lois et ses instances protectrices, semblait étrangement lointain, presque irréel. Michael avait érigé des remparts si hauts autour de leur intimité que même les signes avant-coureurs, pourtant perceptibles, étaient étouffés par le silence qu'il imposait. La peur pour Angela était devenue une seconde peau, une compagne de tous les instants qui lui dictait chaque geste. Elle ne pouvait plus demander de l'aide, elle ne pouvait plus crier, elle ne pouvait plus expliquer. Elle était comme un oiseau en cage observant à travers les barreaux de la surveillance constante une vie qui ne lui appartenait plus. Michael lui se sentait conforté par ce silence. Il y voyait à tort une soumission accepter une validation de son autorité. Nous touchons ici aux limites de la compréhension humaine. Comment en arriver là? Comment une vie construite sur des bases en apparence si solides peut-elle basculer dans une telle obscurité? La réponse ne se trouve pas dans un seul événement, mais dans la lente agonie de la confiance. Le passage de la raison à la déraison est un chemin pavé de petites concessions, de petits silences, de petits abandons de soi. En arrivant au terme de cette deuxième partie, nous ne sommes pas seulement devant la chronique d'un crime annoncé. Nous sommes devant le portrait d'une déshumanisation progressive. Michael et Angela ne sont plus à ce stade les partenaires qu'ils étaient au début de notre récit. Ils sont les acteurs d'une tragédie grecque moderne où le destin semble scellé non par les dieux mais par les recoins les plus sombres de la psyché humaine. La porte est désormais fermée, le verrou est tiré et l'irréparable, tapi dans l'ombre de la paranoïa de Michael, attend son heure. Ce n'est plus une question de si, mais une question de quand. La fin de l'innocence est consommée et le décor est prêt pour le dénouement final, celui qui laissera une communauté entière dans l'incompréhension et une famille dans un deuil éternel. Le jour fatidique ne fut pas une explosion soudaine dans un ciel serein, mais plutôt l'aboutissement lourd et inéluctable d'une pression qui s'était accumulée pendant des mois, telle une faille tectonique dont on aurait ignoré les secousses jusqu'au séisme final. Dans la demeure des Paris, l'air semblait chargé d'une électricité statique, une densité qui rendait chaque geste difficile, chaque respiration pénible. Depuis longtemps, la notion de raison avait quitté la maison, remplacée par une logique déformée, celle d'un homme qui, persuadé d'être le seul détenteur d'une vérité absolue, s'était enfermé dans un labyrinthe dont il ne pouvait plus sortir. Pour Michael, cette journée n'était pas différente des autres en apparence, et pourtant, dans les profondeurs de son esprit, le compte à rebours avait atteint son terme. Il avait atteint ce stade où la réalité extérieure n'avait plus aucune prise sur sa perception. Il était devenu le prisonnier de ses propres scénarios, de ses enregistrements, de ses interprétations maniaques
qui, dans le silence de sa conscience, résonnaient comme des preuves irréfutables d'une trahison qu'il avait lui-même inventée. Angela, quant à elle, vivait dans un état de vigilance extrême, une survie psychologique constante. Elle avait appris à lire les micro-expressions de son mari, à anticiper ses humeurs, à moduler le ton de sa voix pour ne pas déclencher une nouvelle tempête de questions. C'était une danse macabre où le moindre faux pas pouvait précipiter l'irréparable. Ce jour-là, cependant, quelque chose avait changé. Il y avait dans l'atmosphère cette lourdeur particulière qui précède les tragédies, un calme qui n'était pas la paix, mais la suspension du souffle. Michael, avec cette précision chirurgicale qu'il appliquait désormais à tout ce qu'il touchait, avait orchestré une confrontation. Il ne s'agissait pas d'un dialogue, car le dialogue exige deux voix, deux consciences, deux volontés. Il s'agissait d'une mise en demeure d'un acte final dans lequel il entendait obliger Angela à reconnaître une réalité qui n'existait que dans ses fantasmes les plus sombres. La scène, telle qu'elle a pu être reconstituée plus tard par les enquêteurs, témoigne d'une montée en puissance lente et délibérée. On peut imaginer la froideur du ton de Michael, sa manière de poser des questions comme si elles étaient des verdicts, sa façon d'utiliser des fragments d'informations glanées lors de sa surveillance constante pour acculer sa femme. Dans un coin, sans aucune échappatoire. Il n'y avait plus dans ses yeux l'homme qu'Angela avait aimé. Il n'y avait plus que le reflet d'une obsession totale. Pour elle, c'était le moment de vérité, le moment où l'épuisement l'emportait enfin sur la peur. Quand on a tout donné pour préserver un semblant de normalité, quand on a sacrifié sa propre identité sur l'autel d'un mariage devenu prison, il arrive un moment où la fatigue devient si grande que la résistance, ou du moins le refus, finit par émerger. Non pas comme un acte héroïque, mais comme un ultime sursaut de dignité. C'est dans ce face et face, dans cet espace clos où chaque mot pesait le poids d'une condamnation, que le destin s'est scellé. Michael, dans son délire de contrôle, s'attendait sans doute à une soumission, à des excuses, à une reconnaissance de ses vérités. Mais Angela, au-delà de la souffrance et de la terreur, avait atteint le point où il n'y avait plus rien à perdre, pas même l'espoir d'un lendemain meilleur. Cette réalisation que la vie telle qu'elle était vécue n'avait plus de sens fut sans doute détonateur. Michael ne pouvait pas supporter l'idée que sa domination ne soit pas complète, qu'il existe en Angela une part, ne serait-ce qu'une parcelle qui lui échappait, qu'il ne pouvait pas contrôler, qu'il ne pouvait pas nommer. C'est dans ce refus de la limite que la violence est devenue inévitable. Une violence qui n'était pas dans son esprit une perte de contrôle, mais au contraire, l'expression ultime de sa maîtrise sur ce qu'il considérait comme son domaine exclusif. Il est nécessaire de s'arrêter un instant sur ce moment, car il est le point de bascule entre l'histoire d'un couple et le dossier d'un crime. Ce qui est troublant, c'est la normalité apparente du décor. Le soleil pouvait briller à l'extérieur, les voisins pouvaient vaquer à leurs occupations, le monde pouvait continuer de tourner, mais à l'intérieur, le temps s'était figé. La tragédie est une loupe qui grossit les traits de l'humanité, et ici, elle mettait en lumière la fragilité extrême de la confiance. Michael, par sa paranoïa, avait détruit le seul lien qui aurait pu le sauver de lui-même, le lien qui l'attachait à l'humanité de l'autre. En transformant Angela en une chose, en un objet d'étude, en un suspect, il s'était par la même occasion transformé lui-même en une entité étrangère à toute empathie. Le seuil de l'irréversible venait d'être franchi non par un geste brusque, mais par la lente accumulation de choix qui, pris isolément, semblaient logiques, mais qui mis bout à bout ne menaient nulle part ailleurs que désastre. La tension était à son paroxysme, et chaque souffle dans cette pièce semblait être le dernier d'une vie ancienne. Nous ne sommes pas ici en train de raconter une fiction, mais de retracer les pas d'une tragédie réelle dont les échos résonnent encore dans les mémoires de ceux qui ont été témoins de ses conséquences. Ce moment est crucial car il marque la transition entre le monde des vivants, où le choix est encore possible, et le monde des faits, où l'acte a été accompli et où le récit devient une succession de constats irrévocables. Michael Parris ne se savait peu, être pas encore au seuil de sa propre destruction, mais le processus était enclenché. Le rideau était sur le point de se lever non pas sur une résolution, mais sur le début d'une horreur que rien plus jamais ne pourrait effacer. C'est à ce stade que nous comprenons que la raison, lorsqu'elle est mise au service de l'obsession, ne conduit jamais à la vérité,
mais toujours, inévitablement, au néant. Le silence qui suivit les derniers mots échangés au sein de la demeure des Paris ne fut pas un silence de résolution, mais un silence d'une densité insupportable, celui qui précède les tempêtes dont on sait qu'elles ne laisseront rien derrière elles. Dans cet espace clos, Michael Paris venait de faire le choix conscient ou dicté par ses propres démons de transformer une crise conjugale aussi profonde, soit-elle en une tragédie définitive. Ce qui s'est produit ensuite n'est pas le résultat d'une impulsion fugitive, mais la conclusion froide et délibérée de cette architecture de l'aliénation qu'il avait minutieusement érigée. En cet instant précis, la frontière entre le monde des relations humaines et celui de l'irréparable a été franchie. Ce n'était plus un mari qui s'adressait à son épouse, ni même un homme en colère qui faisait face à sa compagne. C'était un individu totalement déconnecté de la réalité, enfermé dans sa propre logique destructrice qui décidait de mettre fin à ce qu'il ne pouvait plus à ses yeux posséder ou contrôler. La scène, telle que les enquêteurs ont pu l'imaginer en travaillant sur les preuves matérielles, témoigne d'une brutalité qui contraste tragiquement avec l'image lisse et ordonnée que Michael projetait à la communauté de Tallahassee. La violence, lorsqu'elle éclate, ne prend pas la forme de la grandeur ou de l'héroïsme, elle est au contraire l'expression d'une lâcheté immense, celle de celui qui préfère détruire la vie plutôt que d'accepter sa propre faillibilité. Angela, piégée dans ce climat de terreur psychologique, devenu physique, a vécu dans ces instants la fin de tout espoir. On imagine la rapidité des événements, la confusion et cette réalisation terrifiante que l'homme qui partageait son quotidien était devenu par la force de son obsession l'agent de sa propre fin. C'est le constat le plus douloureux de cette affaire. Le monstre n'était pas un étranger tapi dans l'ombre, mais celui-là même qui avait juré par le passé de la protéger. Dans ces minutes fatidiques, la demeure autrefois témoin de projets communs et de rires partagés est devenue le théâtre d'un acte dont les ondes de choc allaient se propager bien au-delà de ses murs. La violence sous toutes ses formes est un poison qui contamine tout ce qu'il touche. En une fraction de seconde, le futur d'Angela, ses rêves, ses aspirations, sa capacité à continuer d'exister, a été violemment interrompu. Et avec lui, c'est aussi la vie de Michael qui, paradoxalement, a pris fin non pas physiquement, mais symboliquement. Il venait de s'exclure du pacte social, de se couper de toute humanité, de se condamner lui-même à une existence qui désormais ne serait qu'une lente descente dans les conséquences judiciaires et morales de son geste. L'acte accompli, le silence, est revenu dans la pièce, un silence cette fois définitif, lourd du poids d'une absence qui allait bientôt devenir une béance insupportable pour ses proches. Il est nécessaire pour comprendre la portée de ce drame d'évoquer l'idée que rien ne peut justifier une telle rupture avec la loi morale. Michael Paris pensait sans doute agir par nécessité, par une forme de logique tordue qu'il avait cultivée patiemment. Il pensait par son geste mettre fin à un supplice, le sien et celui d'Angela. Mais cette logique est celle d'un esprit qui a perdu la capacité de voir l'autre comme un être humain à part entière, avec ses propres droits et sa propre valeur. En niant cette humanité, il s'est nié lui-même. C'est le piège ultime de l'obsession, elle dévore son auteur. En cherchant à supprimer ce qu'il percevait comme une menace, cette indépendance d'Angela, cette part d'elle-même qui lui échappait, il a en réalité détruit la seule chose qui donnait un sens à sa propre vie. Dans ce récit, nous ne cherchons pas à glorifier le geste, mais à exposer la mécanique de la dégradation. Pourquoi est-ce important ? Parce que la compréhension est le seul outil dont nous disposons pour prévenir autant que faire se peut le renouvellement de tels drames. Derrière la froideur des faits, il y a une souffrance humaine immense, celle d'une femme qui a perdu sa vie et celle d'une famille qui a été déchirée à jamais marquée par cette perte brutale. Le souvenir d'Angela Paris et de la dignité qu'elle a sans doute tenté de maintenir dans les derniers moments de son existence est ce qui doit nous guider. Elle n'était pas seulement une victime, elle était une personne avec une histoire, une personnalité et un droit inaliénable à vivre en sécurité libre de toute emprise. Sa fin tragique et injuste ne doit pas être réduite à un simple fait divers, mais comprise comme l'aboutissement d'une spirale de violence que nous avons le devoir moral de dénoncer. Alors que nous refermons cette parenthèse, celle du moment de l'irréparable, le sentiment qui prévaut est celui d'un immense gâchis.
Le foyer des paris autrefois, symbole de la réussite banlieusarde, est devenu une scène de crime. Les techniciens de police, avec leur lumière crue et leur relevé précis, sont venus remplacer la vie quotidienne. Ils ont documenté l'horreur pièce par pièce, preuve par preuve. Pour Mickle, c'était le début du long chemin vers la reddition de comptes. Pour la communauté de Tallahassee, c'était le choc de la découverte comment un homme apparemment si ordinaire a pu dissimuler une telle noirceur derrière son masque de normalité. La réponse peut être tout simplement dans la capacité de l'esprit humain à se mentir à lui-même, à justifier l'injustifiable jusqu'à ce que la réalité dans toute sa brutalité vienne faire voler en éclats toutes les illusions. La porte du passé est désormais scellée, et l'histoire, dans sa forme la plus tragique, est en train d'entrer dans les annales de la justice. Lorsque les portes de la demeure des paris furent enfin ouvertes aux enquêteurs, ce ne fut pas seulement une scène de crime qui fut révélée, mais l'effondrement total d'un monde construit sur des mensonges. La vérité brute et impitoyable a surgi de l'obscurité, mettant fin aux faux semblants et aux justifications que Mickle avait érigées comme autant de remparts autour de sa conscience. Pour les autorités, la découverte de l'irréparable ne fut qu'un début. S'ensuivit alors ce processus lent et méticuleux qu'est l'enquête judiciaire, une période où chaque détail, chaque preuve accumulée, chaque enregistrement récupéré devenait un fragment de puzzle permettant de reconstituer la trajectoire de cette tragédie. Ce n'était plus le récit de Mickle qui dominait, mais celui des faits, et ces derniers ne laissaient aucune place à l'ambiguïté. La technologie qu'il avait utilisée pour assouvir son besoin de contrôle s'est retournée contre lui, devenant le miroir fidèle de son obsession et de sa déchéance. Le procès qui suivit ne fut pas simplement un débat juridique. Il fut une mise en lumière de ce qui peut arriver lorsqu'une psyché s'isole du reste du monde. Dans la salle d'audience, les proches, les amis, les collègues, tous ceux qui avaient croisé le chemin des paris sans jamais soupçonner, l'ampleur du drame ont été confrontés à une réalité qu'ils avaient peine à concevoir. Les preuves audio, les messages, les témoignages sur le comportement de Mickle ont dessiné les contours d'un homme qui, sous couvert de raison et de protection, avait systématiquement démantelé l'autonomie de son épouse. Le verdict, lorsqu'il fut rendu, ne fut pas seulement une sentence pénale. Ce fut la conclusion logique d'un parcours qui, dès le départ, avait pris le chemin de l'impasse. Il a rappelé avec une force solennelle que la liberté individuelle et le respect de l'autre sont les fondements mêmes de toute relation saine, et que quiconque tente de les bafouer pour satisfaire ses propres insécurités finit par se condamner lui-même. Pourtant, au-delà de la condamnation de Mickle, demeure une immense tristesse, celle d'une vie qui a été volée, celle d'une femme, Angela, dont le souvenir ne doit jamais être réduit à la seule tragédie de sa fin. Elle était une personne avec ses espoirs, ses projets, son rire et sa présence des éléments que la froideur des rapports de police ne pourra jamais totalement capturer. La justice a rendu sa décision, certes, mais elle ne peut réparer le vide laissé par son absence. Les familles, de part et d'autre, portent le poids de cette mémoire douloureuse, essayant de comprendre l'incompréhensible, de reconstruire un sens après que tout a été détruit par une décision irrévocable. Le procès a permis de nommer les choses, de qualifier l'horreur, d'établir la responsabilité, mais il ne ferme jamais tout à fait la plaie que cause une telle violence. Il offre simplement la fin d'un chapitre, une étape nécessaire pour, commencer peut, être un processus de deuil interminable. En rétrospective, cette affaire que nous avons suivie à travers les 3 parties de ce récit résonne comme une mise en garde universelle. Elle souligne la fragilité de nos apparences, cette capacité que nous avons en tant qu'êtres humains à masquer nos tourments les plus profonds derrière les codes de la vie sociale. La tragédie des paris nous apprend que le danger ne porte pas toujours un masque étranger qu'il peut se tapir, au sein même de nos foyers, sous les traits de ceux que nous pensions connaître le mieux. Elle nous interroge sur la nécessité dans nos vies quotidiennes de prêter une attention réelle à ce qui se joue derrière les silences, les changements d'attitude ou ces petites fissures qui, mises bout à bout, indiquent une détresse profonde. Ne pas s'immiscer est une forme de respect, mais savoir observer et tendre la main quand c'est nécessaire est un acte de solidarité humaine. Alors que nous refermons le dossier de cette affaire, il reste cette impression que le récit ne s'arrête jamais vraiment.
Il continue à vivre dans la mémoire de la communauté, dans les leçons que les professionnels du droit et de la santé mentale en tirent, et dans la manière dont collectivement nous essayons de prévenir les dynamiques de contrôle excessif et de violence psychologique. Angela Parris n'est plus là, mais son histoire est devenue un phare, un avertissement qui rappelle l'importance capitale de préserver l'autonomie et la dignité de chacun. La justice a fait son œuvre, mais la justice n'est que la fin d'une procédure. La véritable leçon, celle qui est la plus difficile à assimiler, est de reconnaître que derrière chaque couple modèle peut se cacher une réalité bien plus complexe, et que l'empathie autant que la vigilance demeure notre meilleure protection contre l'irréparable. Nous quittons ce récit sur une note de réflexion profonde. Le drame des Paris est une cicatrice dans le tissu social de Tallahassee, un rappel que sous la surface de nos vies, dans les recoins les plus intimes, se joue parfois un combat dont l'issue peut être fatale. Que le souvenir d'Angela reste un symbole de la vie qu'elle aurait pu mener, et que son histoire serve malgré la douleur qu'elle impose à protéger ceux qui, aujourd'hui encore, pourraient se trouver pris dans les mailles d'une obsession dont ils ne soupçonnent pas la dangerosité. La justice a parlé, le silence est retombé sur la maison, mais la réflexion, elle doit perdurer, car c'est en confrontant ces ténèbres que nous apprenons petit à petit à valoriser davantage la lumière, le respect mutuel et cette liberté fondamentale sans laquelle aucune vie, aucune relation ne peut réellement s'épanouir. Lorsque le marteau de la justice a retenti dans la salle d'audience marquant la fin du procès de Michael Parris, le silence qui a envahi la pièce n'était pas celui du soulagement, mais celui lourd et pesant d'une fin sans réelle victoire. La condamnation, bien que nécessaire et attendue, ne faisait que souligner l'ampleur du vide laissé par la tragédie. Pour la communauté de Tallahassee, comme pour tous ceux qui, à travers les médias, avaient suivi cette affaire avec une inquiétude grandissante, le verdict n'était qu'une étape de plus dans un processus de compréhension collective, une tentative de donner un sens à l'absurde. Ce qui était frappant au-delà de la culpabilité juridique, c'était le choc culturel, comment une telle dérive nourrie par une paranoïa aussi destructrice avait pu se développer sous les yeux de tous sans que les mécanismes de protection habituels ne parviennent à l'enrayer. La réponse à cette question, bien que complexe, a commencé à se dessiner à travers les témoignages livrés lors des audiences. Le procès a révélé, au-delà des faits criminels, la fragilité des barrières que nous érigeons entre notre vie publique et notre intimité. Michael Parris n'était pas un marginal. Il était en apparence l'incarnation de la réussite, un homme intégré, un professionnel. C'est précisément cette façade de normalité qui a agi comme le voile le plus efficace. Dans notre société, nous avons tendance à accorder une confiance presque automatique aux apparences, à supposer que la stabilité sociale est un indicateur de santé mentale et émotionnelle. L'affaire Parris a fait voler en éclats cette illusion, forçant le public à accepter cette vérité inconfortable. La violence psychologique et le contrôle obsessionnel ne sont pas réservés aux zones d'ombre de la société. Ils peuvent fleurir dans les foyers les plus ordonnés, derrière les clôtures les plus impeccables. Sur le plan judiciaire, le dossier Parris est devenu une référence pour l'analyse des dynamiques d'emprise. Les enquêteurs et les procureurs ont dû faire face à un défi technique autant que psychologique. L'accumulation des preuves numériques, ces enregistrements et ces messages dont Michael pensait qu'ils serviraient sa cause se sont retournés contre lui, révélant la méthode, la préméditation et la froideur d'une stratégie de domination étalée sur des mois. La justice a dû naviguer dans ce dédale d'informations, prouvant que ce qui était présenté par la défense comme des accès de jalousie ou de l'instabilité passagère était en réalité le résultat d'une campagne systématique d'aliénation. La rigueur du verdict n'a pas seulement puni un acte, elle a validé la reconnaissance par la loi de la gravité extrême de la violence psychologique, cette forme de brutalité qui, bien que ne laissant pas toujours de traces visibles sur le corps, anéantit l'identité de l'autre. L'impact de ce verdict a également résonné au sein des familles impliquées qui ont dû traverser l'épreuve du deuil sous le regard de l'opinion publique. Pour les proches d'Angela, chaque nouvelle révélation lors du procès était une blessure rouverte, une confrontation douloureuse avec les détails de son isolement et de ses souffrances cachées. Le poids de cette vérité est une charge que peu de gens peuvent porter sans se briser.
Le système judiciaire, par sa nature froide et procédurière, offre une forme de réparation symbolique, mais il ne peut jamais apaiser la douleur de ceux qui ont perdu un être cher. Le verdict marque la fin d'une procédure, mais il est aussi le début d'une longue ère de cicatrisation où les questions pourquoi et comment continuent de hanter les nuits sans jamais trouver de réponse pleinement satisfaisante. Il est intéressant d'observer comment, une fois le tumulte médiatique retombé l'affaire Paris, a continué à influencer le débat sur la prévention des violences conjugales. Elle a mis en lumière l'importance capitale de la sensibilisation aux signaux faibles, ces petits gestes d'emprise, ces restrictions de liberté, ces changements de comportement qui, lorsqu'ils sont isolés, peuvent paraître mineurs, mais qui, mis bout à bout, constituent une montée en puissance vers le danger. L'affaire a forcé une prise de conscience sur le fait que la surveillance numérique et le contrôle obsessionnel sont des outils de terreur aussi redoutables que la violence physique. Elle a poussé les professionnels de la santé et les travailleurs sociaux à revoir leurs approches, à insister davantage sur l'autonomie et l'isolement comme facteurs de risque majeur. C'est dans ce sillage, dans cet héritage amer, que réside la seule forme possible de leçon, la nécessité de briser le silence avant qu'il ne devienne définitif. La première étape de cet après-procès est donc celle de la confrontation avec la réalité. Nous ne sommes plus dans la spéculation ou l'incompréhension, mais dans le constat froid des conséquences. La justice a rendu une décision, mais la société, elle, se retrouve face à un miroir qui ne lui renvoie pas une image très flatteuse. Nous sommes forcés de réaliser que la sécurité dans nos relations les plus intimes est une valeur qu'il faut activement protéger et qui exige de la part de chacun une vigilance constante. L'affaire Paris, par sa nature extrême, a agi comme un révélateur. Elle nous rappelle que derrière chaque porte fermée, derrière chaque sourire affiché dans les réunions de famille ou les dîners entre amis, se joue un équilibre précaire qui dépend du respect absolu de l'autre. Le verdict a clos le chapitre judiciaire, mais il a ouvert une réflexion nécessaire sur ce que signifie réellement vivre ensemble en toute liberté et en toute sécurité. C'est ici, dans cette prise de conscience douloureuse, que l'histoire d'Angela Paris continue d'exister non pas comme une simple tragédie, mais comme un rappel constant de notre responsabilité collective envers la préservation de la dignité humaine. Une fois les projecteurs de la justice éteints et le tumulte des audiences, apaisé, une forme de silence bien plus profonde, plus douloureuse encore, s'est installée dans la vie de ceux que Michael Paris a laissés derrière lui. Ce silence n'est pas celui de l'oubli, mais celui de l'absence, cette présence tangible qui occupe chaque recoin d'une maison, chaque souvenir de famille, chaque projet qui ne verra jamais le jour. Pour la famille d'Angela, le deuil ne fut pas un chemin linéaire, menant vers une acceptation sereine, mais une traversée éprouvante dans les décombres d'une vie fracassée. Le souvenir d'Angela ne pouvait plus être dissocié de la manière dont elle avait été arrachée au sien, une réalité qui imposait une douleur supplémentaire, celle de savoir que ce drame aurait pu être évité si les circonstances avaient été différentes. La mémoire d'Angela, pourtant, a commencé à se reconstruire non pas autour de sa fin tragique, mais autour de l'essence même de ce qu'elle était avant que l'ombre de son mari ne vienne tout obscurcir. Ceux qui l'ont aimée ont fait le choix difficile, mais nécessaire de faire vivre son héritage, son sourire, sa générosité, ses passions, les petits moments de bonheur qu'elle avait su cultiver malgré les pressions. C'est là un acte de résistance puissant face à la violence. En choisissant de célébrer qu'il était ses proches, on refusait de laisser Michael Paris avoir le dernier mot. Il avait cherché à la réduire, à l'isoler, à l'effacer de sa propre vie. En retour, sa famille et ses amis ont entrepris de l'inscrire durablement dans la mémoire de ceux qui l'entouraient, transformant le deuil en un hommage à sa dignité volée. Ce processus de commémoration est une nécessité vitale. Dans une société qui privilégie souvent le sensationnalisme des affaires criminelles au détriment de l'humanité des victimes, honorer la mémoire d'une personne disparue est un geste de réappropriation. Angela Paris n'était pas un simple dossier ou une pièce à conviction. Elle était une femme, une fille, une amie. Son histoire est devenue le point de ralliement d'une réflexion plus large sur les dangers de l'emprise.
En parlant d'elle, en partageant des anecdotes sur sa vie, ses proches ont permis de transformer une tragédie personnelle en une leçon partagée. C'est une façon de dire que chaque vie compte et que chaque perte aussi violente soit-elle mérite d'être entendue et respectée au-delà du jugement juridique. Il est frappant de constater combien la mémoire dans de telles circonstances devient un outil de résilience. Les objets du quotidien, les photographies, les lieux qu'elle fréquentait sont autant de points d'ancrage qui permettent de maintenir un lien malgré l'irréparable. Le deuil n'est pas une négation de ce qui a eu lieu, mais une intégration de la perte dans le récit de la vie. Pour ses proches, cela a signifié apprendre à vivre avec le souvenir du drame, tout en protégeant les moments de joie qu'ils avaient partagés avec elle. C'est une forme de dualité douloureuse, une lutte constante pour ne pas laisser l'ombre du meurtrier occulter la lumière que dégageait Angela. C'est au sens propre du terme un combat pour la mémoire où chaque témoignage, chaque parole prononcée en son nom est une pierre déposée sur le monument de son souvenir. L'héritage émotionnel de cette affaire dépasse largement le cadre restreint de la famille proche. Il s'étend à tous ceux qui de près ou de loin ont été touchés par cette histoire. Elle a laissé une empreinte indélébile dans le cœur de la communauté de Tallahassee, rappelant à chacun que nous sommes tous vulnérables et que la bienveillance envers l'autre est une responsabilité partagée. Le nom d'Angela Parris, par-delà la tristesse, est devenu un symbole, celui de la lutte contre l'invisibilité des victimes de violences psychologiques. Son histoire sert désormais de miroir à tous ceux qui, dans l'ombre, subissent les mêmes mécanismes d'oppression. En ce sens, la mémoire d'Angela n'est plus seulement celle d'une femme disparue, mais celle d'une voix qui s'élève pour demander avec force et dignité que la sécurité et le respect deviennent les normes absolues de nos relations. Chaque année, à l'anniversaire de sa disparition ou lors de moments particuliers, c'est cette humanité qui est célébrée. Ce n'est pas la tragédie que l'on commémore, mais la vie. Et c'est là toute la beauté et la force du processus de résilience, transformer le deuil en une force de vie. L'absence d'Angela est devenue une présence, une force motrice qui pousse ses proches à agir, à sensibiliser, à protéger. Son histoire a montré que même après que l'irréparable a été commis, il reste une possibilité de construire du sens, d'apporter un soutien aux autres et de s'assurer que sa vie n'a pas été vécue en vain. La mémoire d'Angela est désormais une promesse, celle d'un monde où personne n'aurait à subir ce qu'elle a subi et où la bienveillance l'emportera toujours en fin de compte sur l'obscurité des intentions malveillantes. En fin de compte, le poids de la mémoire est ce qui nous définit en tant qu'êtres humains. Nous sommes les gardiens des souvenirs de ceux qui ne sont plus, et notre capacité à maintenir ces souvenirs vivants est ce qui nous permet de traverser les tempêtes. Pour Angela Parris, le souvenir est désormais devenu un héritage, une lumière, qui guide ceux qui ont été blessés par cette tragédie vers une forme de paix aussi fragile et incomplète soit-elle. Son nom n'est pas seulement associé à une fin tragique, il est associé à l'espoir que même dans les moments les plus sombres, il existe une possibilité de préserver ce qui nous rend humains, notre capacité à aimer, à se souvenir et à lutter pour que la dignité malgré tout prévale. C'est là la véritable conclusion de cette étape, une affirmation de la vie face à la mort et de l'amour face à la violence. Au terme de ce récit, alors que nous prenons du recul sur l'affaire des Parris, une question demeure suspendue dans l'air comme une injonction silencieuse. Comment transformer cette tragédie en un levier de changement? L'histoire d'Angela ne peut pas se résumer à une succession de faits criminels ou à une étude clinique de la paranoïa. Elle est devenue malgré elle un témoignage indispensable sur la fragilité de nos structures privées et sur le rôle crucial que joue la vigilance collective. Ce n'est pas un récit qui se clôture sur le verdict d'un tribunal, car le verdict des consciences lui est sans cesse renouvelé. Nous comprenons désormais que la sécurité au sein d'un foyer ne repose pas seulement sur l'amour, mais sur une architecture de respect, de confiance et par-dessus tout de liberté individuelle. Lorsque ces fondations sont altérées, lorsque le contrôle remplace le partage, c'est l'humanité même de la relation qui se dissipe pour laisser place à une spirale que seul le courage de briser le silence peut arrêter. La grande leçon que nous laisse cette tragédie est celle de l'importance des signaux faibles. Trop souvent, dans les récits de violence psychologique,
l'entourage se souvient, a posteriori, de petits détails de changement d'attitude de réflexion déplacés ou d'un isolement progressif qui aurait pu alerter. Mais dans le tumulte du quotidien, ces indices sont souvent balayés par l'image de perfection que les protagonistes s'évertuent à maintenir. Il est donc crucial de cultiver, dans nos interactions sociales, une forme d'empathie lucide capable de déceler la détresse derrière le masque du bonheur convenu. Ce n'est pas une question d'intrusion, mais une question de solidarité. Apprendre à écouter ce que les mots ne disent pas, à respecter le besoin d'indépendance de chacun et à réagir avec bienveillance face à une vulnérabilité apparente, voilà les outils les plus efficaces pour prévenir l'irréparable. Le devoir de vigilance n'est pas l'apanage des autorités, il est la responsabilité de chaque membre d'une communauté. Le passage de l'ombre à la lumière pour ceux qui survivent à de telles épreuves est un chemin semé d'embûches. Mais l'histoire d'Angela, à travers la manière dont sa mémoire est honorée, nous montre que la résilience est une force capable de redonner une dignité là où la violence a cherché à l'annihiler. Il ne s'agit pas de gommer le passé ou de faire abstraction de la douleur, mais de réintégrer ces épreuves dans une quête de sens qui profite aux autres. Chaque initiative de prévention, chaque témoignage qui brise le silence, chaque geste de soutien envers ceux qui se sentent isolés dans leurs relations est une victoire remportée sur les ténèbres de l'obsession. C'est en faisant circuler la parole, en libérant les voix de celles et ceux qui se sentent pris au piège que l'on transforme le deuil en une force agissante pour le bien commun. En contemplant le chemin parcouru, nous réalisons que le véritable héritage de cette tragédie n'est pas dans le crime lui-même, mais dans la prise de conscience qu'il a générée. Les lois évoluent, les dispositifs de protection se renforcent, mais c'est surtout la culture du respect dans nos relations qui doit être au cœur de nos préoccupations. Une relation saine ne peut tolérer la peur, le contrôle ou la surveillance constante. Elle doit être le terreau de l'épanouissement mutuel. Si l'histoire des paris peut servir à rappeler cette vérité fondamentale, alors elle n'aura pas été tout à fait vaine. Elle nous rappelle, avec la dureté des faits, que la raison, ce concept si souvent dévoyé par ceux qui cherchent à justifier leur soif de pouvoir, doit toujours être tempéré par l'acceptation de l'autre tel qu'il est dans toute son altérité et sa liberté. Nous refermons ici le dossier, mais la réflexion, elle doit demeurer ouverte. Le drame de Tallahassee restera pour beaucoup une cicatrice indélébile, une page sombre de l'histoire locale et un rappel douloureux de la noirceur dont l'esprit humain est capable lorsqu'il perd de vue la valeur intrinsèque de la vie d'autrui. Cependant, il ne doit pas être la seule conclusion. La lumière, celle de la vie d'Angela et de la dignité qu'elle a incarnée, continue de briller à travers tous ceux qui, aujourd'hui, s'engagent à veiller les uns sur les autres. La tragédie a été le point final d'une vie, mais elle a été le point de départ d'une vigilance accrue, d'une solidarité nouvelle et d'un engagement indéfectible en faveur du respect de la dignité humaine. C'est là que réside, en fin de compte, la véritable victoire de la vie sur la mort, dans notre capacité à transformer l'horreur en une leçon de fraternité, et le silence en un message d'espoir pour toutes celles et ceux qui cherchent, parfois dans l'obscurité la plus profonde, le chemin vers leur propre liberté. Puissions-nous, en tant qu'observateurs de cette histoire, en garder la trace, non comme un spectacle macabre, mais comme une boussole qui nous guide vers plus de compassion, plus d'écoute et surtout plus de courage face à l'injustice. Angela Parris mérite que son nom soit associé à cet éveil collectif et que son histoire, par-delà la douleur qu'elle engendre, continue de porter ce message essentiel que la liberté de chacun est sacrée et que la vigilance, empreinte d'humanité, est notre rempart le plus solide contre la dérive des esprits. Le rideau tombe, mais la leçon gravée dans la mémoire doit rester une présence vivante, une main tendue vers l'avenir.